C'est toujours un privilège d'aller marcher dans le parc national de la Mauricie. Ce vaste territoire, bordé par la majestueuse rivière Saint-Maurice, est un joyau de la randonnée au Québec. À chaque pas, on sent le calme des grands pins, le souffle des collines et l'écho de l'eau qui serpente à travers les forêts. J'ai déjà visité la région, mais de l'autre rive. Aujourd'hui, je découvre ce côté avec le parc qui déploie toute sa splendeur sauvage. Ce parc n'existerait pas sans la vision d'un homme profondément attaché à sa région, Jean Chrétien. En 1970, alors député de Saint-Maurice et ministre fédéral, il a joué un rôle clé dans la création de ce territoire protégé. Son objectif était clair, mettre fin au monopole des clubs privés et ouvrir ce joyau naturel à toute la population. Un geste politique fort, motivé par l'amour de sa terre natale et par le désir de léguer un espace de liberté, de nature et d'aventure aux générations futures. Ce territoire de plus de 500 km², équivalent à l'île de Montréal, offre 150 lacs, une forêt luxuriante et une biodiversité précieuse. Mais bien avant d'être un parc, ce lieu était vivant. Route ancestrale pour les Atikamekw, source d'approvisionnement pour les coureurs des bois, terrain de labeur pour les forestiers et refuge pour les chasseurs. Tous ces usages ont laissé leur empreinte, comme des couches de mémoire qu'on ressent encore sous nos bottes. Alors que cet épisode raconte aussi l'histoire d'un entrepreneur qui a sauvé un bâtiment ancien, on comprend mieux que le patrimoine, chez nous, ne se limite pas à la pierre ou au bois. Il respire aussi dans les rivières, les sentiers et les sapins. C'est notre vrai patrimoine collectif, celui qu'on protège non pas pour le figer, mais pour qu'il continue de nous raconter. Le matin est encore jeune. Le brouillard s'accroche au relief comme une couverture oubliée sur les collines. Je prends une gorgée de café, bien adossée à la rambarde de la terrasse qui surplombe la rivière Saint-Maurice. Le silence est encore là, mais on sent la journée qui s'installe tranquillement. C'est toujours un moment précieux, ce réveil en douceur. Quand on s'apprête à partir randonner, on ne se réveille pas juste le corps, on éveille aussi le regard, le souffle, l'esprit. Je me suis rassasié et reposé au 2800 du parc. Cet endroit est une petite perle en Mauricie, à la fois chaleureux, vivant et bien enraciné dans l'histoire. L'ancienne grange de la famille Doucet, autrefois posée sur un terrain agricole, a été entièrement transformée. Elle vibre aujourd'hui d'une nouvelle énergie. Café, resto, hébergement et surtout, une ambiance de camp de base pour tous les amoureux de plein air qui s'aventurent aux portes du parc national. Ça me rappelle mon passage au camp de base de la Concagua, la Plaza de Mulas, à près de 4300 mètres d'altitude. Là-bas aussi, même si personne ne se connaît, on a l'impression d'arriver chez soi. Ça joue aux cartes, ça jase, ça cuisine, ça lit, ça bouquine, ça fait sécher les chaussettes. Et c'est pareil ici. Même sans tente ni glacier, le 2800 du parc devient ce genre de repère, un point d'ancrage, un lieu de passage qui, le temps d'un arrêt, devient une maison commune, une pause vivante avant ou après l'effort. C'est grâce à un gars comme Steve Carpentier que ce lieu existe. Prof d'éducation physique, Ironman et cycliste passionné, il a toujours fréquenté ce coin. Et quand il a vu la vieille grange à vendre, il n'a pas pu la laisser mourir. Il y a vu un potentiel, un endroit pour rassembler, un lieu pour donner une deuxième vie à la pierre et au bois. Aujourd'hui, le 2800 est devenu un incontournable pour les cyclistes, les randonneurs et tous ceux qui veulent vivre un peu plus fort, un peu plus vrai.
c'est 3 terrains sur le bord de la rivière Saint-Maurice qui appartenaient à la famille Doucette. Laurence et Hilarion, qui ont demeuré ici là, toute leur vie, ont eu 15 enfants dans la maison, le bâtiment qui est juste à côté. En 2014, Laurence Gélina est décédée à l'âge de 100 ans. Elle vivait encore avec une de ses filles dans la maison. Les enfants ont mis le site en vente. Il y avait une vieille grange et la maison. Je fais beaucoup de vélo dans le parc de la Mauricie. Puis au mois d'avril 2017, il y avait une pancarte là, juste devant. Je suis arrêté. Et là, j'ai une vision là, qui est apparue de créer une offre d'hébergement et de restauration à proximité du parc de la Mauricie. Ça ici, là, il n'y a eu rien de planifié. Moi, j'étais un gars du moment présent. J'ai jamais pensé faire un projet touristique, j'ai jamais pensé avoir un restaurant. J'étais un athlète au niveau du triathlon assez actif. Puis en 2017, j'ai eu un épisode de fibrillation auriculaire. Mon cardiologue m'a dit, Steve, tu peux pas te crever le jaune encore comme ça pendant des années. Donc, je cherchais un autre type de défi. Donc, j'ai fait une transition, je dirais, d'athlète à entrepreneur. J'ai décidé de créer une place que j'aimerais arrêter. Alors, je me suis lancé là-dedans sans expérience, mais avec beaucoup d'énergie et de motivation. Je suis dans le parc national de la Mauricie, un des 48 parcs et réserves nationaux au Canada. C'est un parc qui est né en août 70, donc il a 55 ans maintenant. Un parc très populaire quand même au Québec, surtout reconnu pour le canot camping. Mais il y a énormément de sentiers de randonnée à faire aussi. Et là, ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est celui du lac Solitaire, un petit 6,1 km modéré, avec plusieurs beaux points de vue tout au long, qui va m'amener au lac Bouchard où je vais terminer ma journée, semble-t-il précédé d'un superbe marais que j'ai bien hâte de voir. Aujourd'hui, au loin, un petit film blanc partout. Ce sont les fumées des feux de forêt de l'Ouest canadien. On en a eu évidemment au Québec, mais on voit qu'avec les vents, ça voyage beaucoup et ça arrive même en Europe. Le monde est pas mal plus petit qu'on pense. Le sentier m'amène à travers une forêt qui semble marquée par le feu. Ici, au-dessus du lac Solitaire, on a volontairement allumé les flammes. Ce qu'on voit, ce n'est pas une catastrophe, c'est un brûlis.
Une action planifiée, encadrée, faite avec soin pour restaurer l'équilibre naturel. Cette forêt est adaptée au passage du feu, mais des décennies d'exploitation forestière et d'extinction systématique des incendies ont brisé le cycle. Le brûlage dirigé vient redonner une chance à certaines espèces, comme le pin blanc ou le chêne rouge, qui dépendent du feu pour se régénérer. Malgré son allure austère, le Brûlis est un territoire d'abondance. Une jeune forêt y repousse, offrant un véritable garde-manger pour la faune et des abris pour des dizaines d'espèces où chacun y trouve sa place. Pendant que les grands feux saisonniers font souvent la une, il est bon de se rappeler que certains feux sont utiles, porteurs d'équilibre. Dans le noir des troncs calcinés, la nature trace déjà les lignes de nouveaux départs. La randonnée, c'est un sport. Ça demande un peu de technique, d'anticipation. Mon truc, c'est de garder les genoux bas, de toujours observer le sentier quelque pas en avance. Entre les roches, les racines, les dénivellations, on cherche sans arrêt le passage le plus facile, celui qui demande le moins d'efforts au corps. Ce n'est rien de complexe, juste un réflexe à développer. Et croyez-moi, sur des sentiers comme celui-ci, ça fait toute la différence. Encore plus si on s'y remet le lendemain. Le 2800 du parc, là, dans le cœur villageois de Saint-Jean-des-Piles, c'est de l'hébergement. Donc, on a 15 mini-chalets et une grosse maison pouvant accueillir jusqu'à 14 personnes. Il y a une salle d'événementiel et un restaurant là, qui est dans la vieille grange. Les 2 premières étapes, on a restauré la maison Doucette. Donc, on a changé les ouvertures, on l'a réisolée. Et la deuxième étape, c'était de donner accès à la rivière. Parce que la famille Doucette, qui ont demeuré ici toute leur vie, ils n'ont jamais mis l'orteil dans la rivière Saint-Maurice. Donc, on a fait une descente de 53 marches pour aller à la rivière. Et après ça, on a débuté la grange. Mais moi, ça me faisait peur. Écoutez, c'est 120 pieds de long, ça, cette histoire-là. Il n'y avait pas de solage. C'est une grange de 1890. Je me suis associé avec des entrepreneurs locaux pour refaire cette grange. Donc moi, c'était important de travailler avec la communauté. Puis l'objectif, c'est que les gens, ils rentrent dedans puis qu'ils ont l'impression que c'est la vieille grange. Puis aussi, il fallait que je fasse ça de façon responsable parce que la famille Doucette qui ont resté ici toute leur vie, pour moi, c'est important qu'ils me perçoivent pas comme un entrepreneur sauvage qui a tout démoli, tout rasé. Donc, c'est important que la famille revienne puis qu'ils soient fiers, qu'ils soient heureux de voir que, ben oui, c'est encore leur site, c'est une zone protégée. D'ailleurs, ils viennent souvent. Vous savez, refaire une grange avec des vieux matériaux, là, c'est tellement beaucoup de travail. On s'est servi des vieilles poutres, des planches, on a déligné, arraché les vieux clous, sablé tous les morceaux de bois. L'équipe qui a travaillé ici, là, des artisans incroyables. On a pris le temps, chaque vieille poutre, de trouver son endroit, de la faire ressortir à son maximum. Travailler avec des vieux matériaux, c'est plus long, mais une fois fini, là, c'est tellement chaleureux, tellement beau, ça donne un effet wow! L'expérience de rentrer dans une vieille bâtisse qui a été juste mise au goût du jour, restaurée, il y a du vécu, tu te sens bien immédiatement. Une bâtisse neuve, en béton, c'est plus froid. À Sainte-Flore aussi, qu'il y a beaucoup de restaurants. J'ai une bonne histoire là-dessus. À l'époque, il y avait une crêperie, une vieille maison. Les planchers étaient croches, ça craquait. C'était plein. Les gens descendaient de partout pour venir manger des crêpes dans ce restaurant-là. Et là, le propriétaire a eu l'idée d'agrandir. Donc, il a démoli la maison, a construit une grosse bâtisse neuve. Et là, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? C'était plus comme avant. Donc, c'était les mêmes crêpes, mais c'était pas servi dans la même bâtisse. Donc, les vieilles bâtisses, lorsqu'on va visiter des pays européens, moi, souvent, ce que j'aime, c'est ça, c'est que c'est vieux. Il y a de la roche, de la pierre, des vieux matériaux. Il y a du vécu, il y a de l'énergie là-dedans.
Depuis tout à l'heure, je tourne autour du lac. Je l'ai aperçu du sommet, puis à travers les arbres. Partout, des ouvertures dans la forêt me laissent l'apercevoir, comme une invitation silencieuse. L'air est chaud, humide, et cette eau calme, impossible de ne pas rêver de s'y plonger l'orteil. Tous les randonneurs ont connu ça un jour. Marcher avec le lac en vue et se dire « juste un saut, là, juste un plongeon, juste un instant ». On entend souvent dire qu'il est possible de croiser un ours noir en randonnée dans le parc ou ailleurs. J'aimerais bien vous raconter une anecdote là-dessus. Mais non, pas encore. J'ai vu des cerfs, des renards, des porcs-épics, même un orignal à l'aube d'un sentier. Mais lui, jamais. Pour en savoir plus sur cet animal emblématique qu'on aperçoit rarement, mais qui rôde parfois tout près, j'ai décidé d'aller à la source. Rencontre avec Marc-André Valiquette, biologiste au Parc national de la Mauricie. Est-ce que c'est dangereux de randonner si on rencontre des ours? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on rencontre des ours, par exemple, ici au Parc national? C'est possible de faire une rencontre, oui. Est-ce que c'est dangereux? Non. Si l'ours n'a pas détecté notre présence puis sont en train de vivre leur vie d'ours en forêt, on peut rebrousser chemin, on les a pas dérangés, leur laisser du temps, de l'espace. On veut surtout pas s'approcher à aucun moment d'une mère ours avec un ou des petits. Les femelles ours ont un comportement assez typique, défensif. On appelle ça une fausse charge. Elle va faire un mouvement vers l'avant, souvent les oreilles couchées, en grognant ou en claquant des dents. Le but, c'est de faire peur, puis ça marche super bien. Quand ça arrive, nous, on ferme les sentiers. On laisse toute la place à l'ours. On redirige les randonneurs vers d'autres sentiers. C'est vraiment plate quand on fait une balade de rebrousser chemin. Mais parfois, c'est l'affaire la plus sage à faire. Et le mieux, encore là, c'est d'éviter les rencontres. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter les rencontres? On est bruyant. Puis ça veut pas dire de donner des coups de sifflet aux 30 secondes. Non. Si on est un groupe, discuter, c'est suffisant. Être à l'affût des signes de présence. Encore là, s'il y a des traces dans le sentier, dans la boue, il y a de plus en plus de coureurs. Les coureurs se déplacent vite, souvent sans faire de bruit. C'est des gens qui rencontrent fréquemment les ours, puis les rencontres sont rapprochées. Parce que les gens arrivent vite, les ours n'ont pas le temps de réagir. Moi, je cours avec des bâtons, personnellement, puis à l'occasion, je les tape entre eux. Tac, tac, tac. Il y a un petit bruit particulier. Ça fait le travail. Ça fait le travail. Il y a les gens qui ont les cloches ou les grelots à ours, ça fait du bruit constamment. Moi, j'aime mieux parler, taper dans mes mains. Je trouve ça moins désagréable qu'un guiling en permanence, personnellement. C'est quelque chose que je suis pas capable d'endurer moi-même, ça c'est clair. Ici, au parc, des gens qui rencontrent des ours de proche sur les sentiers, ça arrive à chaque année. Un réel incident, une interaction où l'ours est vraiment agressif envers les randonneurs, ça arrive pas. Des fois que je dédramatise un petit peu avec les gens en leur disant « Vous avez eu la chance de voir un ours ». Il y a des gens qui viennent ici pour ça, puis ils n'en voient pas. Oui, c'est épeurant, surtout si c'est une femelle avec des petits, puis qu'il y a un petit mouvement vers l'avant avec un clattement de dents vers nous. Il est arrivé rien de plus négatif que ça. Puis les gens repartent quand même avec un beau souvenir. Ils ont vu un ours au Parc national de la Mauricie. La plupart du temps, c'est l'inverse de toute façon. C'est l'ours qui fuit dans la forêt. Les ours sont sérieusement plus peureux que les lièvres en forêt. Ici, au parc, c'est quoi? C'est des ours noirs qu'on a principalement au Québec, de toute façon? Oui, seulement l'ours noir au Québec, ici, là, à notre latitude. Puis qu'est-ce qu'il y a de différent? Parce que vous avez d'autres parcs, évidemment, nationaux à travers le Canada. Ce qu'on retrouve dans l'Ouest, c'est davantage quel type d'ours? Bien, dans l'Ouest, on a des grizzlies et des ours noirs également. Là. Fait que les grizzlies, beaucoup plus gros, marquent l'imaginaire. Les gens ont beaucoup plus peur des grizzlies que des ours noirs encore. Mais encore là, on prend les mêmes précautions avec les deux espèces d'ours. Ben, super, merci Marc-André. J'espère qu'on verra peut-être des ours avec mon équipe dans le sentier. Parfait. Si vous voulez voir des ours, c'est tout le contraire de ce que je vous ai dit. Soyez silencieux, déplacez-vous rapidement et surtout allez-y individuellement, pas en groupe. Ça marche. J'asais avec Steve qui me parlait du patrimoine bâti que lui a sauvé, sa vieille grange, mais aussi il me parlait des Européens. Tu sais, c'est vrai que là-bas, le patrimoine, ben c'est souvent de vieux bâtiments, de la brique, de la pierre. Oui, ici on a des vieux bâtiments, mais qui ont rien à voir avec ce qu'on retrouve de l'autre côté de l'Atlantique. Ici, c'est plutôt notre patrimoine naturel.
Le parc de la Mauricie, ben ça en fait partie. Et ça a été conservé, entre autres, oui, grâce à Jean Chrétien dans les années 70, mais aussi pour beaucoup de territoires grâce aux Autochtones qui se sont battus pour les conserver, heureusement pour nous. Je me promenais dans le sentier, puis justement, quand on parle d'Européens, il y en avait beaucoup ici, beaucoup de touristes qui viennent de l'étranger. On entend beaucoup de langues sur le sentier différentes. Puis eux, c'est l'inverse. Ce qu'ils viennent chercher, c'est la nature, justement. C'est les grands espaces. C'est des lacs comme celui-là que j'ai contournés tout au long de ma journée. D'ailleurs, je pense que je vais me laisser tenter. Je l'ai regardé tout au long de la journée. Là, je pense que je vais aller me tremper l'orteil. Je vais aller plonger. Quel parc magnifique! Quelle randonnée! D'un sommet calciné à une forêt luxuriante, des caps rocheux jusqu'au ruisseau tapis de mousse, chaque détour était un rappel de la richesse vivante qui nous entoure. Et puis il y a eu Steve, avec sa grange restaurée, son sens du détail, son amour du territoire et de l'accueil. Son projet, c'est plus qu'un lieu, c'est un carrefour, un camp de base pour les explorateurs du parc, un tremplin vers la nature, un hommage à ce qu'on a de plus beau. Parce que c'est ça, au fond, le fil conducteur de cette aventure, la conservation et la mise en valeur. Qu'il s'agisse d'un bâtiment ancestral ou d'un pin blanc renaissant après un feu dirigé, tout est lié par ce même désir de préserver ce qui compte. Le patrimoine bâti, comme le patrimoine naturel, refuse d'être figé. Il bouge, il respire, il nous rassemble. Et il continue, encore aujourd'hui, d'inspirer ceux qui le protègent et ceux qui le parcourent.